Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Les organismes en employabilité unissent leurs forces dans la région pour encourager l'insertion professionnelle et c'est le retour d'une tradition dans la Naudière. Le Festi-Glace de la MRC Joliette est de retour pour une 36e année. Bienvenue à Mise à jour. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, on commence cette émission en parlant d'employabilité cette semaine. C'est très important dans la région parce que, grâce à vous, eh bien, il y a des gens dans la MRC, dans le sud de la Naudière, dans la Naudière en général, qui peuvent obtenir un emploi et il y a des employeurs qui sont très contents de vous avoir. Alors, on va parler de vos organismes, bien sûr, et de l'union de ces forces-là, de votre concertation. Tout d'abord, pour nous dire peut-être, vous êtes de quel organisme précisément? Alors, je vais commencer. Donc, je m'appelle Cynthia Plourde. Je suis agente d'intégration en emploi pour le service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Et puis moi, je suis Sébastien Guernon. Je m'occupe de la Corporation de développement communautaire dans la MRC de l'Assomption. Et les deux ensemble, en fait, vous êtes 4 organismes, 4 organisations, si on veut, qui unissez votre force et vous êtes vraiment spécialisés en employabilité. En fait, la CDC, nous, on vient épauler les 4 organismes avec d'autres partenaires aussi qui viennent en soutien pour justement se concerter, pour essayer de faire la promotion de l'insertion professionnelle à divers niveaux. Et puis, la CDC, comme je disais, c'est suite à un forum de concertation où, puisque les 4 organismes cherchent à approcher les entreprises pour faire de l'insertion professionnelle, bien, on a regardé ensemble comment on pouvait promouvoir l'insertion professionnelle au sens large. Puis ensuite, chaque organisme ayant sa spécialité auprès de différents types de candidatures peuvent avoir une porte d'entrée dans ce sens-là. Mais justement, c'est quoi l'avantage de travailler tout le monde ensemble au lieu de travailler en silo, par exemple? Mais en fait, c'est de réunir nos forces, premièrement, puis aussi le fait de faire des actions ensemble fait en sorte qu'on reçoit plusieurs offres d'emploi, puis on se partage ensemble. Et comment ça fonctionne, en fait, là, pour quelqu'un qui est intéressé par vos services, ou que ce soit un employeur ou même quelqu'un qui a besoin d'un emploi? Bien, avant de poser cette question-là, moi, je pense que ça serait important de nommer les 4 organismes en employabilité. Oui, tout à fait. Donc, bon, moi, je me suis présentée, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Donc, pour notre part, on aide les personnes qui ont des limitations dans leur démarche de recherche d'emploi. C'est peut-être une limitation d'ordre physique, psychologique ou intellectuelle. Il y a le Centre d'intégration professionnelle de la Naudière qui, eux, dessert une clientèle qui sont des femmes. Le Carrefour Jeunesse Emploi l'Assomption dessert une clientèle 16 à 35 ans. Et puis, Perspective Nouvelle, il aide les personnes qui sont immigrantes à chercher un emploi. C'est ça, parce que là, chacun a sa spécialité, si on veut, son créneau. Effectivement. Et c'est de là la pertinence de se regrouper tout le monde ensemble, de se concerter pour justement maximiser les chances, si on veut, de trouver des matchs, en fait. Oui, puis en fait, ce qui est important de savoir, c'est que nous ne sommes pas des agences de placement. Donc, on accompagne les personnes dans la démarche de recherche d'emploi en fonction de leurs capacités, compétences et intérêts. D'où l'importance de l'insertion professionnelle. C'est pas, justement, vous avez besoin d'aide, bien, je vous trouve quelqu'un et je l'envoie. Exactement. Donc, il y a toute une démarche là, derrière. Exactement. C'est une démarche qu'on fait. Et puis, on fait aussi un travail au niveau du savoir-être. On s'assure que la personne va être prête à intégrer le marché du travail une fois qu'il va avoir passé à travers nos organisations. Oui, parce que ce sont des gens qui présentent des défis en emploi. À qui ça s'adresse, par exemple? Vous m'avez nommé vos spécialisations, mais qui peut faire affaire à un de vos organismes? Tout type de personne qui convient au type de personne, notre clientèle finalement cible, mais pour toute personne. T'sais, mettons, une personne qui a une limitation d'ordre physique peut faire affaire, peut demander des services auprès des SR2. Tous nos services sont gratuits également, c'est important de le mentionner, donc on est financé par Emploi Québec. Et quel est votre rôle, si on veut, au sein de ces 4 organismes-là? Bien, en fait, moi, la CDC, comme je disais, on a initié le comité, on a commencé à mobiliser les organismes puis essayer de commencer à faire le travail ensemble. Et puis, avec le temps, il y a d'autres partenaires qui sont venus aider au comité. On a entre autres les bureaux de députés locaux de François Legault et de Lise Lavallée
On a un représentant qui vient nous soutenir dans l'organisation, la commission scolaire des affluents aussi. Il y a un délégué qui vient soutenir le comité. Puis, avec le temps, il y a aussi un organisateur communautaire du CLSC qui est venu aider pour l'animation. Puis moi, la CDC, on a pris plus du recul pour essayer de laisser les partenaires prendre le leadership partagé. Mais on demeure en soutien, puis au côté logistique, puis tout ça, comme justement... il y a eu dans le passé l'organisation d'un kiosque au tournoi de golf de la Chambre de commerce. Pour faire la promotion, que les gens vous connaissent, en fait. C'est ça, c'est ça. Puis en même temps aussi, sensibiliser à l'insertion professionnelle. On a fait une capsule vidéo. Fait que nous, on a contribué, le Centre à nous aussi, à Repentigny, a donné un coup de main pour la production de la vidéo. Donc, c'est vraiment une concertation de partenaires dans l'objectif de faire la promotion de l'insertion professionnelle. Et je vous ai posé la question un peu plus tôt sur la clientèle qui pouvait faire affaire à vos services. Et maintenant, les employeurs qui peuvent bénéficier de vos services, à quoi ça peut ressembler? En fait, nous, on s'est réunis justement pour faire valoir nos services auprès des employeurs. Parce que, en fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des employeurs pour créer des matchs, justement. Puis, c'est avantageux pour les employeurs de faire affaire avec nos services. Ça leur fait économiser du temps et de l'argent. Parce que, bon, premièrement, nos services sont entièrement gratuits. Et puis, au lieu que l'employeur, sur Internet, affiche son offre d'emploi, reçoive une cinquantaine de CV, passe une vingtaine d'entrevues, bien, il peut faire appel à nos services et puis nous, on leur réfère 2, 3, 4 candidats en fonction de l'offre d'emploi. C'est ça, c'est très personnalisé, en fait, et ça peut être avantageux pour l'employeur qui se dit, bien, je reçois une panoplie de CV, je vais piger un peu au hasard selon ce que je vois, ce qui est écrit. Vous connaissez vos candidats, on les connaît, oui. Donc, quand on réfère quelqu'un, c'est qu'on sait que la personne peut faire les tâches qui sont dans l'offre d'emploi, peut combler le poste. Lorsque vous la référez, cette personne-là, vous évaluez qu'elle est prête elle a le profil pour occuper l'emploi recherché. Elle a le potentiel, totalement. Et puis, une fois que la personne est intégrée en emploi, on assure un suivi auprès de l'employeur et de l'employé pour s'assurer que l'intégration d'emploi se passe bien, finalement. Et d'ailleurs, il y a plusieurs employeurs qui ont fait affaire à vos services. Vous l'avez démontré dans votre capsule vidéo dont vous parliez précédemment. On peut d'ailleurs en regarder quelques extraits. A démontré qu'il y avait des ressources, qu'il y avait déjà une bonne base au niveau de la formation. Et le centre permet justement de développer ces gens-là et de les amener sur le marché du travail, de reprendre des tâches et de les reprendre avec succès. Bien, moi, je pense que tous les entrepreneurs devraient avoir une place dans leur entreprise pour aider des gens qui ont des difficultés. Il y en a aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'ils travaillent pour moi dans mon épicerie. Puis ça fait partie d'un succès pour moi. Moi, la plus belle qualité que je trouve qu'ils ont, c'est la reconnaissance qu'ils ont envers les employeurs. Envers nous autres. Moi, en ce moment, j'en ai 5 qui travaillent pour. Donc, on peut le constater, ça fonctionne auprès des employeurs. Vous avez de bons commentaires. Oui, effectivement. Donc, une fois qu'un employeur a fait appel à nos services, il n'est pas rare qu'il va nous rappeler pour, lorsqu'il y a une offre d'emploi à nouveau à combler, là, pour avoir un autre candidat. Et là, on a vu des commerces locaux, mais il y a de tout. Autant la chambre de commerce que le commerce de détail. Vraiment, c'est illimité pour les employeurs. Tout employeur qui veut, en fait, faire appel à vos services peut le faire. Oui, bien justement, ça fait à quelques reprises que Olimel, qui vient dans la MRC de l'Assomption, au centre à nous, faire des journées portes ouvertes de recrutement. Puis, entre autres, c'est grâce à la collaboration de certains organismes du comité qui fait en sorte qu'on amène des gens à cette journée porte ouverte-là, puis ils sont ouverts déjà à ça. Fait que c'est pas juste non plus des commerces locaux. Comme tu disais au début, il y a aussi au niveau régional que ça peut... des banques de candidature, il y en a partout. Là, et M. Fogarty le dit dans la vidéo, c'est 95 à 100 de taux de satisfaction. C'est-à-dire que, oui, c'est bien beau placer les... Bien, pas placer parce que... Intégrer, voilà. C'est bien beau intégrer les gens, mais on se rend compte que ça fonctionne parce qu'ils demeurent à leur emploi. Effectivement. Bien, en fait, oui, effectivement, notre clientèle est reconnue pour être stable. Lorsqu'il intègre un milieu de travail, c'est pour plusieurs années. Et oui, allez-y. Ah, bien, je veux dire, justement, il y a plus loin dans la vidéo, il y a un employeur qui dit, tu sais, la loyauté, le taux de présence, tu sais, c'est des qualités qu'il retrouve
pas nulle part ailleurs. Tu sais, je reprends ces mots un peu, Oui. mais c'est ça la beauté, c'est qu'il y a un travail qui est fait, puis il y a aussi, comme on l'a dit tantôt, ce qui est intéressant pour un employeur, c'est, oui, en même temps, c'est une façon d'aider quelqu'un qui en a besoin, que ça lui permet de retourner sur le marché du travail, fait qu'on vient aider à la lutte à la pauvreté de cette façon-là. Puis en même temps, c'est les aspects du soutien puis du maintien en emploi que les organismes offrent, puis qui viennent épauler aussi l'employeur dans ce cheminement-là, qui fait en sorte qu'il y a plein de beaux exemples de succès où ça fonctionne. Et si les candidats passent justement par un de vos organismes, c'est qu'il veut travailler, c'est Ouais. qu'il a Totalement. de la volonté Totalement. vraiment. Il là. est motivé, il est volontaire à venir à nos services, donc il est motivé à intégrer le marché du travail. Et est-ce que vous en avez beaucoup de candidats à... Nos 4 organisations ensemble par année, c'est environ 1700 candidats. Alors, c'est quand même une bonne banque, si on veut. Effectivement. Ouais. Et par la suite, vous le disiez précédemment, vous faites un suivi, en fait, pour vous assurer que tout va bien, autant auprès de l'employeur qu'auprès du candidat. Totalement, effectivement. Comment ça fonctionne, le suivi? Bien, on va s'assurer que ça se passe bien. Donc, on va appeler l'employeur, comment ça va, est-ce que vous avez quelques questions, ou s'il y a une situation qui s'est passée, bon, bien, on va s'assurer de régler la situation. Auprès de l'employé, est-ce que tu aimes ton emploi, as-tu des questions? Bon, tu sais, on va vraiment s'assurer que ça se passe bien. On peut même aller en milieu de travail si jamais on peut expliquer quoi que ce soit. Donc, voilà. Il y a vraiment une belle collégialité, là. Hein. Vous faites le pont, mais ça demeure par la suite, là. Totalement. Oui. Et est-ce qu'il y a des défis là, pour les prochains mois, prochaines années? Parce que là, on a mis ça en place maintenant. Et là, le but, c'est de faire fructifier tout ça. Là. Bien, en fait, je pense que le défi est à long terme parce que la sensibilisation des employeurs, ça se fait. Je dirais que les employeurs sont de plus en plus sensibilisés, mais ça va être toujours à faire. Là. Oui. C'est bien qu'il y en ait. Bien qu'en général, je constate qu'il y a de plus en plus d'employeurs sensibilisés, je pense que ça va être à long terme. Il va toujours avoir des employeurs à sensibiliser. C'est sûr, il y a aussi des phénomènes sociaux de préjugés puis tout ça. Là, Tout à fait. C'est comprenable aussi pour certains employeurs d'être hésitants face à ça, de dire il y a encore des préjugés face aux personnes immigrantes ou face aux personnes ayant une limitation fonctionnelle, puis de dire, bien, tu sais, si j'embauche une personne comme ça, quand mon client va rentrer, il va la voir, il va revirer de bord, puis il va aller chez mon compétiteur. Tu sais. Fait qu'il y a aussi un phénomène social auquel nous, pour l'instant, on ne s'attaque pas à ça. On commence vraiment par sensibiliser les entrepreneurs, les entreprises, les commerçants. Mais, la problématique est plus large. Fait que le défi est aussi auprès des employeurs d'être novateurs puis de prendre cette direction-là puis d'y faire face. Et de démontrer une ouverture d'esprit. C'est ça. Oui, bien, dans ce que tu disais, là, tu dis, il y a certains employeurs qui peuvent être hésitants, mais au contraire, les employeurs qui embauchent des personnes qui sont un peu plus éloignées du travail sont reconnus, autant de par les collègues de travail que par la clientèle. C'est ça. Il faut le vivre. Oui, mais c'est un plus. Ouais. C'est vraiment un plus pour l'entreprise, autant au niveau du travail d'équipe qu'au niveau de la clientèle. La clientèle va faire « Ah, il embauche quelqu'un qui a une limitation. Wow, je vais retourner à cet endroit-là. » Exactement. Alors, d'ailleurs, je vous invite, les gens à la maison, si vous voulez voir la vidéo, il y a des témoignages aussi de gens qui ont obtenu un emploi et qui sont très satisfaits des services qu'ils ont obtenus et qu'ils ont à offrir maintenant. Et bien, je vous souhaite bonne chance dans la continuité. C'est une excellente initiative, une très bonne nouvelle pour notre région. Merci d'avoir été là. Merci. Merci à toi. Et nous, on se retrouve de l'autre côté. Restez là. J'aimerais ça animer cette semaine, moi. Ah non, moi, j'espère que ça va être moi cette semaine. Moi, j'ai un tas de chroniques, un paquet de trucs que j'aimerais parler, là, puis... Puis moi, j'ai hâte de péter ma coche. Mais vous savez quoi? On va tourner à la roulette pour savoir qui va animer cette semaine. Ah, c'est bleu, donc c'est moi. Alors, c'est un rendez-vous Malade Chronique. Ça joue à chaque semaine. On parle de sujets hyper diversifiés. On parle de choses qui vous intéressent. Si jamais vous avez des suggestions de chroniques que vous voudriez qu'on parle, bien, envoyez-nous-les. C'est un rendez-vous Malade Chronique sur TVRM. De retour à Mise à jour pour parler cette fois-ci du Festi-Glace sur la rivière L'Assomption, un incontournable, une tradition dans la région. Et pour nous en parler, la vice-présidente du conseil d'administration et en toute transparence, parce qu'on a le même nom de famille et qu'il y a un petit air de ressemblance, eh bien, t'es ma sœur, Véronique, bonjour. Allô! Alors, le Festi-Glace, en fait, c'est un festival qui est de retour pour la 36e année. Exact. C'est quoi la recette pour être là pendant 36 ans? Prime abord, je dirais les citoyens. Hein, c'est un Festi-Glace, là, c'est le bijou. En fait, c'est le trésor de la MRC de Joliette qui est
tenu par et pour les citoyens. C'est en berge de la rivière l'Assomption, c'est sur la rivière l'Assomption. C'est un festiglas qui ne peut être tenu sans la collaboration des citoyens de la MRC. En termes de bénévoles, mais aussi en termes de participation, parce que c'est un peu l'endroit où on se retrouve pendant l'hiver pour les gens de la région. Exact. En fait, se retrouver, que ce soit pour un café, pour les traditionnels beignes de M. Beigne ou de la tire sur neige, être sur la rivière en patin, à pied, parce que notons-le qu'il y a des sentiers de marche, se retrouver, c'est un événement familial pendant 10 jours, en fait. Pendant 10 jours, peut-être nous rappeler les dates cette année? Oui, c'est du 2 au 11 février 2018. Et c'est ouvert fin de semaine, semaine? En fait, on a une programmation qui s'installe pendant 10 jours pour des clientèles différentes. On commence ça avec le vendredi le 2, le feu d'artifice tant attendu. Puis on se termine ça avec la dernière journée le 11. Sur 2 week-ends, on accueille les parents, les enfants et les grands-parents, en fait, tous ceux qui veulent s'y joindre. Durant la semaine, on accueille les écoles sur invitation là, pour une panoplie d'activités. C'est un peu le doyen des festivals d'hiver dans la région. Est-ce qu'avec le temps, on a réussi à attirer une clientèle de l'extérieur de la région? Des gens qui se disent, bon, on va aller voir ça, un festival sur une rivière. Bien oui, parce qu'en fait, 4,5 km de glace en non naturel, c'est la plus longue patinoire au Québec. C'est nous qui avons ce beau bijou-là, en fait. Fait que c'est sûr que c'est intriguant de passer sur un plan d'eau gelé, de patiner, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Fait que c'est ce qui nous permet, en fait, d'accueillir les gens là, qui sont comme intrigués de savoir ce que ça fait de patiner sur un plan d'eau naturel. Je sais que c'est difficile de comptabiliser parce que c'est un festival gratuit et que là, vous n'avez pas de billets, mais l'achalandage, ça ressemble à quoi? Alors, en fait, c'est vrai que c'est difficile parce que les comptes, en fait, se font pas nécessairement à la personne. C'est sûr qu'on parle de milliers de festivaliers, puis qu'on se tient dans la moyenne, en fait, là, de citoyens, citoyennes et même de visiteurs festivaliers là, des autres régions. On se tient dans la moyenne là, comme tous les gros autres. On parle à peu près, la moyenne dans la région, c'est 15-20 000 selon les années, selon le froid. Oui, exactement. C'est important de le mentionner, là, selon le froid. Comme c'est un événement hivernal, des fois, les gens sont peut-être un peu plus craintifs de sortir et tout. Nous, on a des zones de réchaud, des zones de détente là, qui permettent à toutes nos clientèles de se présenter. Fait que ça nous permet là, de se tenir dans le 20-25 000, là, assurément. Parce que là, cette année, c'est sûr que c'est des conditions particulières. Et là, on va parler de la fameuse glace. Parce que c'est sûr, l'hiver est pas facile. On a eu une grosse vague de froid suivie d'un redout. On a eu, il y a quelques jours, une autre vague de froid. Et là, ce week-end, on attend un redout. En date du 15 janvier, la patinoire est toujours fermée. À quoi on peut s'attendre pour les prochaines semaines concernant les conditions de glace de la rivière? C'est vrai que c'est une bonne question parce que, en fait, je vous avouerai qu'à partir du 2 janvier, on se fait poser la question. Tous les jours. Tous les jours. Nous, en fait, on travaille avec les spécialistes de Nordico et Hydrométéo, qui, eux, sont ceux qui entretiennent la patinoire, mais qui aussi nous permettent d'avoir les données statistiques de quand est-ce qu'ouvrait la patinoire. La patinoire, elle est entretenue et sécuritaire par eux. C'est-à-dire que nous, ils vont nous donner, excusez-moi l'anglicisme, mais le cue, que oui, on ouvre la patinoire. On parle peut-être une dizaine de jours. Alors oui, la patinoire sera prête pour notre événement. Justement, c'est pas n'importe qui, c'est pas monsieur qui passe, qui pèle la patinoire qui va décider « Wow, la glace me semble assez épaisse. » là. Non. Il y a vraiment des films professionnels qui s'assurent que c'est sécuritaire pour les gens. Là. Il n'y a pas de danger si on dit qu'on ouvre la patinoire. En aucun temps, parce qu'on a les experts en sécurité d'eau, comme je vous mentionnais, Nordico Hydrométéo, qui sont là, en fait, avec nous pendant le festival, qui sont là pour indiquer aux gens comment ça fonctionne. Ils font des démonstrations de la carotte, en fait, qu'on appelle pour l'épaisseur de glace. Ils sont là pour indiquer aux citoyens puis aux festivaliers comment ça fonctionne l'entretien d'une patinoire naturelle et qui, oui, nous permettent d'être déçus à plusieurs milliers de personnes. Et là, malgré le redout qu'on annonce dans les prochains jours, vous avez toujours espoir d'ouvrir la patinoire pour le festival d'ici une dizaine de jours? Oui, l'espoir est maintenu. Si on était dans une discussion, je vous dirais une condition clémente. Mais je vous avoue qu'on va souhaiter un peu de froid pour que ça prenne bien correctement. Bien justement, mettons qu'on a une troisième vague de froid, là, parce qu'on va se le dire, on est un peu tanné du froid, là. Mais est-ce que c'est possible d'aller au Festiglace quand même s'il fait super froid? Vous avez dit que c'était adapté à toutes les températures. Oui, tout à fait, en fait, parce que on a des chalets qui nous permettent aux gens de se réchauffer. On a des activités qui sont
prévu, en fait, avec des zones de réchaud. Oui, c'est possible, là, froid ou moins froid, parce qu'on veut qu'il fasse quand même froid pour la patinoire. Ouais. Froid ou moins froid, on se déplace au Festiglas, puis c'est important de s'habiller, évidemment, mais en patin ou à pied, on accueille, puis on est prêt à jouer dehors. Oui, admettons qu'il fasse 10 degrés pour les 3 prochaines semaines. Est-ce que le Festiglas peut se tenir quand même si on ne peut pas ouvrir la patinoire, là, dans le pire des scénarios? C'est vrai que ce serait le pire des scénarios, mais oui, on a prévu un plan B là, avec le comité organisateur. Les activités vont se tenir en berge. En fait, il y en a déjà... C'est déjà arrivé, je pense. Exactement. C'est arrivé une fois. Ce qu'on fait, c'est qu'on sort les activités de la glace, mais il y en a déjà actuellement qui sont prévues parce qu'on est à l'affût des conditions climatiques, parce qu'on est à l'affût, en fait, des nouvelles tendances et puis des changements climatiques, exact. On le voit, il fait de plus en plus chaud là, à l'hiver. Exactement. Alors oui, on a déjà prévu des choses en berge, des sculptures de neige notamment, sur lesquelles on invite les gens à marcher avec leurs patins un peu sur les sentiers enneigés pour aller voir dans les parcs ce qui se passe, ou même des glissades à l'extérieur sur les zones adaptées, mais tout ça en berge là, pour prévenir le coup, comme on dit. Bien, c'est sûr que, justement, avec ces nouvelles réalités-là, il faut se renouveler. Et si vous êtes là depuis 36 ans, c'est pas pour rien. D'ailleurs, cette année, il y a des nouveautés quand même intéressantes. Oui, tout à fait. En fait, nouveauté de cette année, mais qui est de l'année dernière, à mentionner, notre porte-parole, Alexandre Despatie, qui est avec nous là, depuis... L'ex-champion olympique Exactement. De plongeon, mais qui est totalement adapté aux conditions sportives. Oui, parce que notamment cet hiver, on a le défi ours polaire, en fait, qui s'installe chez nous, qui est de ramasser des fonds pour les Olympiques spéciaux Québec. Et puis, on saute dans l'eau glacée. On saute pas dans la rivière. Est-ce que tu vas le faire? Ce serait un beau défi à me lancer. Okay, si tu le fais, je te le promets, je vais passer cette vidéo ici à mise à jour. J'ai déjà hâte. Alors, comme je disais, oui, on a le défi ours polaire, on a les sculptures sur neige, on a les feux d'artifice qui sont assez traditionnels et très attendus d'ailleurs pour nous. Et puis, on a un paquet d'autres activités là, qui marquent notre Festiglas. D'ailleurs, un nouveau village de la MRC de Joliette. Oui, tout à fait. En fait, le Festiglas de la MRC de Joliette, c'est 10 villes et municipalités qui travaillent toutes ensemble à la construction de ce festival-là. C'est-à-dire qu'on va accueillir sur le site du Festiglas chaque ville et municipalité qui sera là pour faire la promotion de son territoire, d'un joyau de chez eux, d'un organisme en fait, ou juste de dire, bien nous on est là puis on est fiers partie prenante de notre festival. Parce que c'est une belle histoire de collaboration entre les municipalités et les MRC aussi, ce Festiglas-là. C'est vraiment un travail de concertation. Et là, il n'y a pas une question de compétition. Toutes les villes de cette région-là s'unissent pour offrir ça aux citoyens. Oui, exactement. En fait, les villes et municipalités de la MRC de Joliette, on se réunit ensemble, on construit tout ça. Puis il n'y a pas de compétition de ce qui se passe chez moi, se passe pas chez toi. On est vraiment là pour le citoyen. Puis quand on parle du citoyen, c'est celui dans la MRC de Joliette. C'est un travail de collaboration, comme tu as dit, puis on met ça de l'avant pour 10 jours. Et pour terminer, Alexandre Despatie, malheureusement, ne sera pas là cette année parce que ça tombe en même temps que les Jeux olympiques de Pyeongchang. Tout à fait. Et par contre, il était là à la conférence de presse et il se disait emballé par cet événement-là. Il sera là en pensée, mais il invite tous les gens à participer et c'est ce que tout le monde fait. Oui, exactement. En fait, Alexandre sera avec nous en pensée, mais il est là de cœur aussi. On peut le voir un peu partout dans les vidéos promo puis ça. Puis on est bien fiers de lui là-bas, autant qu'il est fier de nous aussi. Il aurait été d'ailleurs avec nous s'il n'avait pas déjà commencé à être non disponible à cause de ses obligations olympiques. Voilà. Bien, si on veut davantage de détails, on va sur le site web festiglas.ca. Puis il y a Facebook et Instagram aussi là, qui vous partagent des belles photos de notre rivière et de notre festival pendant le jour. Vous partagez aussi des photos sur Instagram parce que ça fait toujours des belles photos d'hiver de toute façon. Tout à fait. Merci beaucoup, Véronique. Merci. Au plaisir de te voir sur la patinoire ou peut-être dans l'eau glacée. Moi, je serai à l'extérieur et je regarderai. C'est super. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous, on se retrouve de l'autre côté. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, voici la façon de le faire et on se retrouve pour la revue de presse. De retour pour la revue de presse, vous avez probablement entendu parler de cette triste histoire qui s'est passée à Terrebonne, dans le secteur La Plaine.
Tragédie pour des parents dont le bébé de 11 mois est décédé en attendant l'ambulance. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est la cause du décès, mais les parents ont attendu l'ambulance pendant 22 minutes. En fait, leur bébé de 11 mois était en arrêt cardio-respiratoire et ils ont appelé l'ambulance. L'ambulance, ce que dit le syndicat, en fait, c'est que toutes les ambulances étaient occupées. Elles étaient tous sur un appel. Alors, il n'y avait personne pour prendre cet appel-là. Les policiers sont arrivés après 4 minutes. Ils ont tenté les manœuvres de réanimation en vain. Et par la suite, après 22 minutes, c'est finalement une ambulance de Repentigny qui est arrivée pour essayer de réanimer le bébé de 11 mois. Ça n'a malheureusement pas fonctionné. Le bébé est décédé. Et selon le syndicat des ambulanciers, eh bien, on dit que cette triste histoire est due à un manque d'effectifs sur le terrain, un manque d'ambulances. D'ailleurs, il faisait aussi le parallèle avec une histoire un peu plus tôt cet été où un adolescent de 16 ans est décédé aussi après avoir attendu l'ambulance trop longtemps. Bien sûr, on ne peut pas conclure que c'est la cause du décès, mais le syndicat fait lance un cri d'alarme, en fait, pour avoir plus d'effectifs sur le terrain. On passe maintenant à Terrebonne. Grosse nouvelle pour les gens de Terrebonne, le budget qui a été dévoilé le 11 janvier dernier, une hausse moyenne de taxes de 5,59 alors que la moyenne, habituellement, le taux d'inflation est autour de 2,5 donc, hausse de 5,9 du budget pour ce premier budget de l'administration Plante. L'importance de cette hausse s'explique majoritairement par 2 facteurs, soit l'ajout de la contribution pour le retour du programme de contrôle des insectes piqueurs, mais surtout une tarification liée au transport en commun. Cette dernière ne serait pas toutefois de retour en 2019. Bien sûr, on dit que c'est un budget de transition entre 2 administrations puisque les élections ont eu lieu en novembre dernier. Donc, pour une propriété évaluée à 285 700 $, eh bien, ce sera une hausse de taxes de 131 $ sur le compte de taxes municipales. Et si on exclut ces 2 montants, ces 2 facteurs-là dont je vous parlais précédemment, on aurait eu une hausse de 0,99 %. Donc, on nous assure que ça ne sera pas toujours comme ça au cours des 4 prochaines années et que, bien sûr, c'est un budget, qui a été préparé par l'administration précédente. L'administration présente fait le suivi et bien sûr, on nous promet de meilleurs résultats au cours des années à venir. Maintenant, du nouveau dans ce qui a trait aux maisons construites sur l'ancien terrain, l'ancien dépotoir Piezotto Brady, c'est que durant le temps des fêtes, eh bien, l'entrepreneur a déposé des documents judiciaires pour faire payer la facture à la Ville de Terrebonne. Donc, le processus est toujours judiciarisé. Les Piezotto Brady, dans le fond, où des gens ont construit leur maison sur des terrains contaminés. L'entreprise dit que c'est en fait à l'entreprise. L'entreprise, dit que c'est à la municipalité d'avoir décontaminé avant le terrain. Alors, on veut faire payer la facture. Et finalement, je conclue avec l'opération vaccin, le bilan de l'opération vaccin qui a fait en 2017 17 personnes qui ont été arrêtées et 2 d'entre elles ont été accusées de conduite avec les facultés affaiblies. Alors, c'est ce qui conclut notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Mise à jour. Soyez là.